Vanuatu, Tonga, Samoa, des noms qui sonnent comme autant de petits paradis. Des archipels perdus au milieu du Pacifique, entre Hawaï et l'Australie. Les Samoa sont l'un des berceaux de la culture polynésienne. Un État indépendant depuis 1962 dont les îles principales sont Upolu et Sawai. Des îles profondément ancrées dans leur culture ancestrale. Plus à l'est, le royaume de Tonga est un archipel de 171 îles. Sur l'île de Togatapu se trouve la capitale Nuku'alofa, une ville à laquelle les vieux bâtiments victoriens donnent encore un charme incomparable. De son côté, la République du Vanuatu est un chapelet de 82 îles, disséminées au sud-ouest de l'océan Pacifique. La plus grande, Espiritu Santo. Au sud, Efate abrite la capitale, Port Vila, une ville moderne comparée à la vie que mènent encore certaines tribus du pays. Dans tous ces archipels, l'indépendance a été l'occasion de créer un modèle de gouvernement original, mélangeant culture traditionnelle et héritage colonial. Certaines zones plus isolées sont encore très primitives. D'autres ont su drainer des touristes riches en devises, mais leur éloignement des grands centres internationaux les ont préservés de tout envahissement. Ainsi, le calme règne toujours dans la forêt vierge de l'île de Malekula. Masing est parti à la chasse aux oiseaux. À 17 ans, il est déjà très entraîné. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'anormal. Les oiseaux ne chantent pas. Des hommes approchent. Masing les connaît et sait ce qu'ils lui veulent. L'heure de son initiation au secret de la magie des anciens a sonné. Une étape importante dans la vie d'un Small Nambas. Les sorciers l'accueillent jusque dans la clairière sacrée pour commencer leur enseignement. Tous n'ont pas le même degré d'initiation. Le premier, celui auquel Masing va maintenant accéder, lui permet d'avoir déjà le droit de regarder. Normalement, tout contact avec cette plante, le Nangala, provoque des brûlures. Mais la magie des sorciers permet de les éviter. Masing, une fois les gestes rituels connus, pourra lui aussi maîtriser le pouvoir urticant du Nangala. Les sorciers des Namba ne jettent jamais de mauvais sorts. Leurs pratiques servent seulement à préserver une tradition. Un autre rituel, la paralysie du serpent des forêts. Pour la démonstration, le serpent en question n'est qu'un vulgaire morceau de bois peint. Mais le sorcier est acclamé pour sa bravoure, comme s'il avait affronté un vrai serpent. Avec ce genre de jeu, on honore la nature et nos ancêtres. En même temps qu'on les honore, on apprend quelque chose sur nous-mêmes. Avec cette initiation, une nouvelle étape de la vie de Masing commence. À partir d'aujourd'hui, il est désormais considéré comme un adulte et profite de nouveaux privilèges, comme celui de pouvoir danser avec les sorciers. Mais il lui reste encore à découvrir bien des secrets, comme la date de la prochaine étape de son initiation. Sur une autre île de l'archipel, Santo, la vie n'a pas toujours été aussi tranquille. Dans la jungle, les restes d'un bombardier abattu témoignent encore des batailles qui se sont déroulées dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'île a servi de base aux Américains dans leur combat contre les Japonais. Ils y ont construit des villes dont les vestiges subsistent encore. À cette époque, pour transporter leurs soldats,
les Américains ont transformé des bateaux de croisière en transport de troupes. Le SS Président Coolidge, un paquebot de luxe de 32 000 tonnes, faisait partie de cette flotte. Il amenait à Santo plus de 5000 Marines quand son destin a pris un tour tragique. Son capitaine n'avait pas été prévenu que la baie était minée. Alan Power connaît tous les détails sur l'une des plus célèbres épaves du Pacifique. Le 26 octobre 1942, le président Coolidge est arrivé par ce canal. Normalement, il devait continuer par cette passe, mais le capitaine avait de mauvaises informations. Il est passé de l'autre côté de l'île et est arrivé par ce côté dans la baie. Un bateau de cette taille ne peut pas s'arrêter instantanément. Il est entré, est passé sur les mines et il a coulé à cet endroit. Alan Power connaît parfaitement l'histoire de cette épave, l'une des plus grandes du monde. Depuis 30 ans, il fouille chaque recoin du bateau et il est loin d'en avoir fait le tour. Une obscurité complète règne dans l'épave. Par 49 mètres de profondeur repose la relique préférée d'Alan, la Lady, une statuette en céramique suspendue au-dessus de la cheminée du fumoir. Le SS Président Coolidge a coulé en 85 minutes, à peine le temps de réussir à évacuer les 5000 hommes. Leurs bagages et tout le chargement sont restés à bord. Mais le capitaine a réussi à manœuvrer le bateau pour l'approcher au plus près de la côte. Et la tragédie n'a fait que 2 victimes. Sur le pont promenade, les casques de soldats abandonnés attendent encore leur propriétaire. Plus loin, les canons anti-aériens se dressent toujours vers le ciel, en direction d'un ennemi disparu depuis plus de 50 ans. Alan explore l'épave depuis si longtemps qu'il s'y est même fait des amis, comme Boris, un mérou de plus de 2 mètres de long. Alan lui apporte chaque matin son petit déjeuner. Les compères se connaissent depuis 30 ans, depuis la première plongée d'Alan sur le bateau. Et à l'époque, Boris était déjà aussi grand qu'aujourd'hui. Sur Terre, Alan vit à Luganville, une autre de ces villes construites par les soldats en quelques jours. Sa maison donne directement sur la plage, mais il n'est pas né ici. Alan vient d'Australie, un pays qu'il n'a pas revu depuis bien longtemps. C'est à cause de cette épave que je suis là depuis 30 ans. Je suis arrivé au Vanuatu en 1969. J'étais déjà photographe sous-marin professionnel. J'étais sur un ravitailleur comme cuisinier, pas comme plongeur. Et je n'avais aucune intention d'aller voir le Coolidge. Je voulais photographier les poissons, mais finalement, j'ai plongé. Et depuis, je travaille toujours sur le Coolidge. En fait, quand on reste 4 ans ici, on ne part plus. Oui, je suis là depuis 30 ans et je n'ai aucune raison de partir. Pendant toutes ces années, Alan a exhumé beaucoup d'objets, et parfois des plus surprenants, comme cette pierre tombale, celle d'une vache qui en 1943 a été tuée par une bombe de l'armée de l'air japonaise. Je l'ai trouvée sous l'eau près des grands récifs. Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, en l'espace de 2 mois, les Américains se sont retrouvés avec plus d'aménagements que dans une ville moyenne américaine. Il y avait 4 hôpitaux, 5 aérodromes, des boutiques, un réseau téléphonique et plusieurs autres installations, comme dans une grande ville. Ça, c'est un Colt 45 trouvé dans un buisson. Il ne vient pas de la mer.
Ça, c'est ce qu'ils appelaient un knuckle knife. Un couteau coup de poing américain. L'idée est la suivante. On appelle ça un triple traitement. Mais Alan ne collectionne pas que des armes ou des vestiges de guerre. Il collectionne aussi les souvenirs, ceux de cette île qu'il photographie depuis son arrivée. Glenn est un des vieux amis d'Alan. Il connaît beaucoup de ses clichés comme ceux qu'il a fait de Jimmy Stevens, un homme qui a une place particulière dans l'histoire de l'indépendance du Vanuatu. Même s'il est mort aujourd'hui, il reste un héros national dans le cœur des habitants. Glenn connaît le fils de Jimmy Stevens. Il a convaincu Alan de lui offrir certaines de ses photos. Ils partent aujourd'hui pour Tanafo, là où il réside. Alan et Glenn saluent Jimmy Stevens, le fils de Jimmy Stevens, un homme presque aussi vénéré que son père. Contrairement à d'autres territoires du Pacifique Sud, le combat pour l'indépendance au Vanuatu n'a pas été simple. Au commencement, Jimmy Stevens père fonde le parti Nagriamel, un mouvement politique qui prône le retour aux traditions et tente de limiter l'influence occidentale. En 1980, la tenue d'élections consacre sa victoire, mais pour seulement quelques-uns de ses objectifs. Conscient de la faiblesse de son pays, il refuse le départ des anciens colonisateurs. Il s'oppose au nouveau gouvernement indépendantiste radical et le combat reprend, mais cette fois avec des armes. Stevens est arrêté et placé en détention jusqu'en 1993, peu avant sa mort. Aujourd'hui, son fils, avec l'aide du village de Tanafo, continue son combat. Ces brassards noirs rappellent que le combat de Jimmy Stevens n'est pas encore terminé. Quand notre objectif sera atteint, et seulement à ce moment-là, on emportera un blanc. Avant l'indépendance, nous avons réclamé notre terre. Maintenant, nous l'avons, mais nous avons perdu nos rêves. Nous continuons à combattre. Nous avons pourtant notre propre monnaie. Elle s'appelle cochon. C'est le moyen de paiement traditionnel de notre peuple. L'heure est venue de repartir. Mais avant de pouvoir quitter le village, Alan et Glenn doivent serrer la main à tous ses habitants, tous, sans exception. Autre expérience unique au Vanuatu, celle d'Olivier. Sur Malkula, à 1h30 de Port Vila, la capitale, il commence un voyage dans le temps, un retour à l'âge de pierre, dans les tribus Nambas. Sur cette île, le temps s'écoule à un autre rythme. Ici vivaient les ancêtres d'Olivier, des guerriers cannibales particulièrement redoutés. Lui a grandi à Port Vila, une ville moderne. Il appartient à la génération de ceux qui savent programmer des ordinateurs, mais qui, dans la forêt vierge, seraient définitivement perdus. Pourtant, il parle encore le langage de ceux de sa tribu et connaît parfaitement leurs coutumes. Il prépare justement une cérémonie, celle du kava. Le crâne, là-bas, reçoit la première gorgée. Ensuite, c'est le prince héritier et puis tous les autres membres de la tribu. Enfin, on va là-bas sur l'aire de danse du village. Si les ancêtres d'Olivier sont véritablement originaires de Malekula, il doit en principe être capable d'atteindre un pamplemousse à une distance de 10 pas. Raté, mais sans rancune. Pour un véritable Big Namba, c'est bien sûr un jeu d'enfant.
Olivier rend aussi visite à 2 tribus plus isolées. Il n'existe pas de route bétonnée à Malekula et le trajet en brousse dure une demi-journée. L'objectif, un village de Small Nambas, une autre ethnie. Les Small Nambas vivent sur cette île depuis la nuit des temps et leur histoire se confond souvent avec les légendes. Ils dansent aujourd'hui le Navul, la danse de la lune. Bien qu'en principe elle ne soit dansée que par des femmes, les chefs de tribu ont le droit de les accompagner. Un système d'idéogrammes constitue l'écriture des tribus du Vanuatu. Ces images racontent les légendes de mon peuple. Seuls les plus vieux connaissent tous les motifs. Aujourd'hui, on essaie à nouveau d'apprendre cet art à nos enfants. Les esprits des Nambas vivent dans de petites huttes disposées autour du Nakamal, la hutte traditionnelle du clan. Autrefois, pour implorer leur clémence, les Nambas procédaient à des sacrifices humains et dévoraient leurs victimes. Le cannibalisme interdit, ils satisfont les esprits avec des représentations symboliques. Une statue en bois, la victime de substitution, est attachée au grand totem. Au milieu des chants traditionnels, le chef de tribu s'approche pour fracasser d'un seul coup la nuque de la victime. Il y a quelques années encore, elle aurait été ensuite servie comme repas. Une pensée qui n'est pas tout à fait au goût d'Olivier. La route le mène jusqu'au 3e village. Il est habité lui aussi par les Small Nambas. Là, il est à nouveau accueilli par une danse. Cette fois, c'est le Danour, la danse du feu. Grâce à l'isolement de cette île, ses habitants ont été protégés du prosélytisme des missionnaires. Ils ont pu préserver ces danses traditionnelles et leurs coutumes rituelles. Au village, quand une danse a lieu, tout le monde participe. Pourtant, un des hommes aimerait participer, mais il n'y arrive pas, car il ne peut pas bien danser. Parce qu'il a une très grosse... Un problème bien difficile, mais raconté avec une extrême délicatesse. D'ailleurs, du tact, voilà une discipline que les chefs de tribu maîtrisent parfaitement, et pour cause. Ils sont souvent confrontés à de plus grands problèmes, ceux de leurs 30 épouses. L'heure du retour à la civilisation a sonné. Après le discours d'adieu, il doit lui aussi serrer la main de chacun, un des rares gestes que les Nambas ont copiés sur les missionnaires. Après le Vanuatu, destination les Samoa occidentales. Un archipel de 7 îles dont 4 seulement sont habitées, sans doute depuis plus de 3000 ans. Dans toute la Polynésie, les Samoanes se sont fait une réputation de guerriers courageux, de constructeurs de pirogues et de marins adroits. Ils sont, selon toute vraisemblance, à l'origine du peuplement des îles Marquises, Futuna, Tuvalu et une partie des îles Cook. Découvert par les Occidentaux en 1772, le pays fut une colonie allemande, puis un protectorat néo-zélandais. Indépendant depuis 1962, c'est aujourd'hui une monarchie constitutionnelle, dont l'économie reste très limitée. La danse et la musique ont une place prépondérante dans la vie quotidienne de Samoa. Dominique Fonotti est l'un de ces artistes samoans à la fois musicien, danseur, chorégraphe.
Il fabrique un pat, un tambour d'arbre, une percussion qui est de toutes les cérémonies. On m'appelle Makaiva. Ça vient des anciens temps, où on devait être danseur, musicien et aussi savoir se battre. Aujourd'hui, les Makaiva sont pour ainsi dire des action man, des hommes d'action. Un Thousand Sasa. 1000 Sasa, quelqu'un qui peut tout faire. Dominique, homme à tout faire, maîtrise et enseigne les rythmes traditionnels qu'il joue depuis maintenant plus de 20 ans. Et la nature reste aussi très présente dans la culture des Samoans. Guerriers ou danseurs savent y trouver les éléments indispensables à la pratique de leur art. Les feuilles de l'arbre à thé servent de médicaments, mais aussi de décoration et de protection symbolique. Mes aïeux nous ont tout appris. Ils nous ont surtout montré que le rythme doit venir du cœur. En les regardant, on a appris avec eux, par exemple, tout sur les fiafia, les fêtes du village. Et même à l'école, c'est là que les anciens nous ont transmis les danses traditionnelles. Rien n'a changé depuis cette époque. Ainsi, à chaque occasion, partout à Samoa, on chante les légendes. Dans chaque école, il n'y a pas de chorale d'école à proprement dire. C'est toute l'école qui est une chorale. Danser, chanter, une expression de la joie de vivre polynésienne. Et toutes les occasions sont bonnes, même au travail. Dans la plus pure tradition des Samoa, les talents de Dominique ne s'arrêtent pas là. Il est musicien, danseur, mais aussi futur prêtre et motard. Il fait partie des 30 membres triés sur le volet du club de moto de Samoa. En ce moment, il se produit dans le célèbre hôtel Haji Gray, l'un des plus connus de la Polynésie. Marlon Brando et Gary Cooper sont venus se reposer et faire la fête ici. Au coucher du soleil commence le traditionnel fiafia. C'était à l'origine des rencontres festives où les villages se mesuraient au travers d'épreuves de danse et de chants très colorés. Comme la culture samoane n'est pas une culture écrite, ces danses et ces chants étaient utilisés pour raconter les légendes de la création de Samoa. Des spectacles toujours aussi appréciés. Dominique Fonotti se prépare pour entrer à son tour en scène. Il revient sur l'origine de cet art. Avant, la danse traditionnelle te préparait au combat. C'est pour ça que la plupart de nos mouvements proviennent des danses guerrières. Pendant que les femmes sont charmantes et romantiques, les hommes sont agressifs, sauvages et prêts à se battre.
À chaque représentation, Dominique vibre. La danse est sa passion, et aujourd'hui, même sans cet esprit belliqueux des origines, les danses guerrières restent une expression de l'identité nationale. Mais aucune fiafia ne saurait s'achever sans une danse du feu. Les Samoans excellent dans cette discipline. Ils rivalisent de courage et d'adresse pour faire briller la nuit de leurs exploits, comme au temps des anciens, de leur passé glorieux et de ces guerriers redoutés. Et ce temps-là n'est pas bien loin. Le mode de vie typique des Samoans, le fa'a samoa, reste d'actualité. Chaque village est une entité à part, un petit monde avec ses propres règles et ses lois. Dans cet environnement, l'individualisme est absent. Le pouvoir et la propriété privée n'existent pas. Seul compte l'ega, la famille. Un phono, un conseil des anciens, est à la tête de chaque village. Ses membres, les Maitai, représentent les différentes familles et prennent ensemble les décisions. Une fois par mois, le conseil se réunit pour discuter de la politique du jour et des stratégies futures. Meulangi est l'une des rares femmes Matai du pays. Nos hommes décident du destin du village. Ils sont responsables que tout se déroule paisiblement. Ils se trouvent en première ligne. J'ai une position particulière car j'ai 6 titres de chef et donc les mêmes droits que les hommes. De ce point de vue, à Saoma, il n'y a pas de problème concernant l'égalité des droits. Avant d'entamer les débats, les membres du Fonoé ne commenceront pas sans un kava. Comme chez les Nambas du Vanuatu, la boisson fait partie de tout cérémonial. Elle leur permettra d'éclaircir leurs esprits. Le kava est concocté avec des racines de poivrier broyées et diluées. Et ses effets sont très particuliers. Légèrement euphorisant, il rend bavard quiconque en absorbe. Traditionnellement, il est servi en fonction du rang et du titre. Meulangi a le rang le plus élevé dans ce conseil. C'est elle qui a l'honneur d'ouvrir la séance du jour et de diriger les débats. Mais pendant que les Matai font des projets d'avenir, le quotidien est géré par les femmes au village. Ce sont elles qui participent notamment à l'élaboration des nattes en raffia, l'un des fleurons de l'artisanat de Samoa. Leur tissage particulier les rend extrêmement résistantes et certaines se transmettent pendant des années, de génération en génération. Les femmes doivent tenir les villages propres. Pour cette raison, elles ont le droit de rentrer dans n'importe quelle maison. Si elles n'y trouvent pas suffisamment de nattes, ou si elle n'est pas bien tenue, elles peuvent réprimander l'habitant. Les femmes tissent ensemble afin d'être certaines qu'il y aura suffisamment de nattes pour la famille, mais aussi pour les invités. Si nombre de vêtements sont aujourd'hui en coton, les femmes continuent de fabriquer le tapa, l'étoffe traditionnelle, à base d'écorce de mûrier. Elle sert notamment à confectionner les costumes les plus importants, comme le vêtement de cérémonie, les pagnes ou les couvertures sacrées.
De longues bandes d'écorce sont prélevées sur l'arbre, puis roulées en boule et mises à tremper. La pâte est ensuite battue, aplatie et étirée. Mises à sécher, les bandes sont alors collées les unes aux autres pour former la pièce de tissu. Puis les tapas sont décorés avec des motifs traditionnels propres à chaque famille ou à chaque clan. Un art qui continue à se transmettre, à Samoa comme dans toute la Polynésie, de mère en fille. La persistance des coutumes marque l'attachement des Samoans à leurs traditions. Ils n'en ont pas été néanmoins convertis en masse par les missionnaires chrétiens. Depuis, les dimanches matins dans les villages sont particulièrement calmes. À l'église se retrouve la passion des Samoans pour le chant en communauté. Leur ferveur est à la hauteur de cette passion et tient également une place importante dans leur vie quotidienne. Autre ferveur, celle que portent les habitants à leur bus, le moyen de transport favori. Bariolés et en général pleins à craquer, ils sont les rois des routes de ces îles. La gare routière de la capitale donne un bon aperçu de cette institution. Il n'y a pas d'horaire, la destination est simplement inscrite au-dessus de la cabine du conducteur. Mais peu importe en fait, tous les chemins mènent à destination. Le matin, des services express font le tour de l'île. Puis, dans le courant de la journée, les destinations se multiplient. Prendre le bus à Samoa est une affaire de famille, mais c'est aussi l'un des loisirs favoris des habitants. Les voyageurs sont souvent là d'abord pour le plaisir. Et il est vrai que le long de la route, le panorama est souvent magnifique. Au point qu'une fois arrivé à destination, on en oublierait presque de demander les horaires de retour. Dans les villages, on peut découvrir des Samoans au milieu d'une partie de kitikiri, le sport national au même titre que le rugby. Le kitikiri est un dérivé du cricket introduit par les Anglais. Trouvant ces règles trop rigides, les Samoans les ont adaptées à la vie des îles. Le sport est une des données importantes à Samoa. Chaque après-midi, les équipes de la jeune génération se retrouvent pour leur match de volley quotidien. Là encore, les règles ont fait l'objet de quelques ajustements pour le plus grand plaisir de tous. Titi Suesu Mtwa est un fan de sport. Nous aimons le sport à Samoa. Chaque jour, nous jouons ensemble dans les villages. C'est en principe notre seul passe-temps parce que, par exemple, on ne peut pas regarder la télévision car seules quelques rares familles en possèdent une. J'adore le sport parce qu'il me garde en forme pour mon travail à la plantation et pour toutes les tâches familiales que je dois accomplir comme tous les hommes de Samoa. Depuis 10 ans, Monsieur Toa est le professeur de physique et de mathématiques du collège Leififi à Apia. Un travail qui le passionne bien sûr, mais qui ne l'empêche pas d'avoir d'autres ambitions plus secrètes.
J'aurais préféré être footballeur professionnel. C'est aussi la raison pour laquelle je m'entraîne dur et que je donne toujours le meilleur. J'apprends aussi à jouer au foot à mes élèves et à mes collègues. Je souhaiterais que l'Allemagne ou la Fédération internationale me choisissent comme joueur et me laissent jouer dans leur équipe. To'a, un Maradona samoan, il se plaît à y rêver. Mais quoi qu'il fasse bonne impression dans son équipe, il sait pertinemment qu'il ne réussira jamais à se hisser à un niveau international. Il prend les choses avec réalisme et peu importe que son club soit simplement celui du village, l'important pour lui, c'est de pouvoir rêver. À Samoa, la nature est idyllique, propice à l'évasion. Même les jours de pluie sur Savaii, l'autre grande île de l'archipel de Samoa est dans la tradition polynésienne le berceau de toutes les tribus. L'intérieur des terres est resté particulièrement sauvage. Une jungle inextricable au milieu d'une chaîne de montagnes inaccessibles. Elle est dominée par le mont Matanavu, les yeux du feu, un volcan de 430 mètres dont la dernière éruption remonte au XIXe siècle. La lave solidifiée est le témoin de son passé turbulent, comme le rappelle le géologue Warren Jopling. Les îles de Samoa sont des îles volcaniques le long de la plaque du Pacifique. La récente histoire de Savaii est marquée par les éruptions volcaniques tous les 150 ans. Je crois qu'on peut s'attendre à la prochaine dans 40 à 60 ans. Savaii est un paradis pour les géologues. Warren a choisi de s'y installer pour sa retraite. Depuis 20 ans, il explore toutes les facettes de la montagne. Nous sommes dans l'ancien temple protestant qui a été détruit en 1906 par la lave. On peut identifier la magnifique trace de la coulée de lave devant le portail principal. Elle mesurait 2 mètres de haut. Elle est entrée à l'intérieur et a tourné à gauche et à droite. Là-bas, on peut voir des parties du vieux toit en tôle ondulée du temple. Ces vestiges resteront intacts encore plusieurs centaines d'années. Les seuls bâtiments qui ont survécu à l'éruption sont les églises. Le reste des villages, les huttes construites en palmiers sont parties en fumée. Si ce géologue est passionné par l'étude de ces champs de lave, sa fascination ne s'arrête pas là. Warren, même à la retraite, est toujours avide de connaissances. Ses excursions dans la montagne ont parfois d'autres objectifs. Aujourd'hui, il emmène dans son exploration des élèves des écoles environnantes. Nous sommes montés sur ce volcan pour voir un animal extrêmement rare. Les îles de Samoa sont très isolées et d'un point de vue géologique, elles sont encore assez jeunes. Le seul mammifère indigène qui existe, c'est le chien volant, chauve-souris de Samoa. Et ces étranges mammifères volants qui vivent au milieu de ces cratères escarpés ne sont qu'un avant-goût pour les enfants d'autres découvertes que leur réserve l'île. Sur la côte, à Taga, un spectacle extraordinaire les attend. Ce sont les trous soufflants, des phénomènes qui illustrent une fois encore toute la violence des forces de la nature. Les vagues déferlantes se fraient ici un passage à travers d'étroits orifices dans le massif corallien. L'eau force son chemin et rejaillit alors en grondant à la surface dans des geysers spectaculaires.
Warren connaît parfaitement les dangers et les limites à imposer à l'enthousiasme des élèves. Le sien n'a jamais faibli tout au long de ces années. Nous avons une chance folle aujourd'hui. Les trous soufflants se montrent sous leur meilleur jour. Ces trous-là sont les plus extraordinaires du monde. J'ai vu des trous soufflants tout autour du globe, mais ceux-là sont de loin les plus impressionnants. Avec la pression, l'écume jaillit jusqu'à près de 100 mètres de haut. La pression est phénoménale. Des noix de coco lancées par les élèves sont projetées dans les airs comme des fétus de paille. Un peu plus loin, rencontre avec Rizati, le fils du chef d'une tribu dans un village de Savaï. Dans quelques années, il reprendra la responsabilité de la famille. Il deviendra à son tour Matai, son représentant, et devra alors prendre des décisions pour tous. Son grand-père, Sielu, est un Ali'i, le plus grand Matai de Felaelupo Uta. Il gouverne avec sagesse et il est respecté par tous. Sa parole fait force de loi. Aujourd'hui, il a décidé de raconter à Rizati les mythes de la culture samoane, des légendes qui se transmettent de génération en génération, et cela depuis la nuit des temps. Il conduit son petit-fils dans une grotte appelée la Maison de Pierre. La Maison de Pierre a été construite lors d'une compétition entre les hommes et les femmes du village. Les hommes ont construit le trône en pierre pour leur puissant Matai, mais sûrs de remporter la victoire, ils se sont allongés et se sont endormis. Les femmes, elles, ont travaillé toute la nuit et ont gagné. De ce fait, les hommes vivent avec la honte d'être plus bêtes que les femmes. La Maison de Pierre se trouve près de la pointe ouest la plus éloignée de Savaï, le cap Moulinou, un lieu chargé de sinistres légendes, et Sielu les connaît parfaitement. D'après la tradition, l'entrée du royaume des esprits se trouve à cet endroit. On distingue deux chemins différents. Un pour nous, les chefs de tribu, et l'autre pour les autres hommes. Une entrée débouche sur la grotte et l'autre marque les rayons du soleil couchant. La nuit, les esprits errent par ici, mais ils doivent revenir aux enfers au lever du jour. Toi et moi, nous devrons aussi un jour franchir cette porte. Après tous ces récits, Sielu Rizati accorde une pause à son petit-fils. Il sait qu'à 12 ans, un garçon est encore un peu jeune pour tout assimiler d'un coup. Mais il veut lui transmettre son savoir comme ses pères l'ont fait avant lui. Un Samoan se doit de connaître les légendes de son peuple, sinon il est déraciné. Dans sa jeunesse, le village de Sielu se trouvait là. Les cyclones l'ont complètement détruit. Sielu montre à Rizati les vestiges de l'église. Les ruines sont restées, témoignant de la puissance des tempêtes. Au bord du fleuve, Sielu explique la signification de son tatouage traditionnel, le tato. Il n'est pas simplement un ornement extérieur. Il a aussi un sens profond. Comme tous les Matai, Sielu croit que la force du tatouage le guide dans sa recherche de la vérité. Rizati vient sentir les cicatrices sur le dos de Sielu. Il doit savoir ce qui l'attend s'il veut lui-même un jour être un Matai respecté. Le procédé pour dessiner le tato est extrêmement douloureux. La couleur à base d'eau et de charbon est appliquée avec un outil effilé, taillé dans des dents de cochon ou de poisson. Le tato nettoie l'âme et donne une nouvelle vision de la vie. En supportant la douleur, l'homme trouve son endurance et son esprit de décision. L'homme en est à sa 3e séance. Le travail peut durer jusqu'à 3 mois. Le tatoueur procède étape par étape. En une seule fois, les risques d'hémorragie et d'infection seraient trop importants. À chaque fois, le travail terminé, la peau doit être nettoyée et massée pendant plusieurs heures. Le tatoueur a un autre rendez-vous. Tafuga est particulièrement doué. Il est issu d'une famille dont le savoir-faire se transmet de génération en génération. Dans un village voisin l'attend Ken, le fils d'un chef de tribu.
Pour conclure son initiation, son père lui a demandé de se faire tatouer. La main sûre de l'artiste se remet au travail. Il doit dessiner sur le dos et la cuisse les motifs du clan. Pour le reste du corps, il a carte blanche. L'encre, l'oiseau ou le diamant symbolisent respectivement la liberté des esprits, le mépris de la douleur ou les 9 marches qui conduisent au paradis. Je suis maintenant le fils du chef de la tribu. C'est pour ça que je dois en passer par là, que ça me plaise ou non. Comme chef de tribu, on est mieux accepté avec un tato. Le prestige est à ce prix. La cicatrisation prendra plusieurs semaines. Maintenant, direction Tonga, un autre archipel. 171 îles à l'est de Samoa. Une monarchie constitutionnelle dont voici une séance parlementaire. La moitié des députés manquent à l'appel, mais Sa Majesté le prince héritier est présent. Car Tuputoa est lui aussi le fils d'un chef, et même d'un roi, Tupu IV. Les débats sont plutôt calmes dans cet hémicycle. Et il n'est pas rare que Tuputoa, en dépit de ses autres responsabilités, ministre des Affaires étrangères et de la Défense, préfère faire une sieste. Quand il pleut sur le toit, on n'entend pratiquement rien ici. C'est pas que quelqu'un ait quelque chose d'important à dire et qu'il va mieux que d'être entendu, mais je trouve les perturbations de ce genre véritablement dérangeantes. Comme un vrai prince, celui des mers du Sud possède bien entendu un vrai château, une belle voiture et un secrétaire. Au royaume de Tonga, la vie a de quoi être douce pour l'héritier de la couronne. Je pense que les gens sont plus intéressés par les monarques que par les princes, sauf en Angleterre. Si j'étais dans son cas, je ne pourrais pas tenir plus de 2 jours. Mais Charles est robuste, il peut s'en accommoder. La passion du prince, l'informatique. Il y consacre tous ses loisirs, ou presque. Les programmes de télévision par satellite l'occupent également énormément, et tant pis pour son royal sommeil. Je vais rarement me coucher avant 3 ou 4 heures du matin. Pourquoi ? Je joue avec ce fichu ordinateur, voilà pourquoi. Bouleversant aperçu de la vie privée de ce futur souverain. Le prince des mers du Sud n'est pas celui des contes et légendes. Tuputoa poursuit ses obligations princières. Prochain rendez-vous, l'inauguration d'un nouveau supermarché au centre de Nuku'alofa, la capitale. Son Altesse est l'invité d'honneur. Il a l'air heureux, tout comme ses sujets qui se pressent à l'extérieur. L'instant tant attendu est arrivé. Le prince héritier Tuputoa va ouvrir les portes du nouveau temple de la consommation tongienne. Une découverte pour quelqu'un qui ne fait jamais lui-même ses courses. Je ne suis encore jamais rentré dans un magasin à Tonga. Incroyable mais vrai. Et il y a encore mieux. Je ne suis jamais venu dans cette rue. J'y suis parfois passé en voiture. Il est vrai que je n'aime pas vraiment me promener à pied. Pour ça, il a apparemment des excuses. Mais pour le reste, allez savoir. D'ailleurs, rouler sur les trottoirs n'est pas vraiment fait pour donner l'exemple. Mais à Tonga, royaume perdu au milieu de l'océan, qui s'en soucie vraiment ?